toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans cette salle plénière, bienvenue au Paris Retail Week. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà là l'année dernière. L'année dernière, on a eu le grand plaisir de se retrouver en présentiel. Aujourd'hui, on a presque oublié. Et pourtant, on est très heureux de vous retrouver en présentiel. Je propose qu'on se réchauffe un peu, puis le temps que les gens arrivent, je vous souhaite la bienvenue. Je propose de nous applaudir tous ensemble pour se souhaiter la bienvenue. Bonjour à vous. Je ne veux pas dire ça applaudit beaucoup plus ici qu'ici, donc on va se la refaire, c'est parce que je vous regardais. Bonjour à vous, bienvenue. Ah, mais il ne faut pas arrêter d'applaudir pour autant. Alors, c'est pas compris. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Paris Retail Week. Et je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir le patron du Paris Retail Week. Merci de réserver vos plus beaux applaudissements, s'il vous plaît, à Arnaud Gallet. Arnaud, comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Merci Emmanuel. Bonjour à toi. Bonjour à tous. On est bien content de se retrouver ici, une nouvelle fois. Et moi le premier. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Paris Retail Week, un événement qui est le plus grand événement en Europe dédié au retail, au commerce connecté et au e-commerce. Et on démarre à peine, mais on voit déjà que c'est un gros succès. Hein. Le salon est déjà plein, il y a déjà beaucoup de monde en salle plénière. Ça commence très fort. Première, ça commence fort. Je pense qu'on a tous envie de se revoir en physique. C'était déjà le cas l'année dernière en 2021, mais c'est encore plus le cas maintenant. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir que les salons font le plein et c'est très bien pour notre métier, qui est déjà la rencontre physique en priorité, même si le digital nous permet de garder le contact avec nos communautés. Notre vrai métier, notre vraie raison d'être, c'est de se faire rencontrer les gens et justement de networker et d'échanger et de faire du business. Alors je vais te les laisser nous raconter un petit peu quels sont les enjeux de cette année, les nouveautés de cette année. Merci, à tout à l'heure. Merci Emmanuel. Alors, bienvenue encore à toutes et à tous. Ah, je crois que ce n'est pas la bonne slide, merci. Comme je vous le disais, bienvenue, vous êtes sur le plus grand événement dédié au retail en Europe. Plus grand événement, c'est encore plus vrai cette année, puisque nous colocalisons 3 salons majeurs du retail. Paris Retail Week, vous êtes justement sur l'événement dédié à l'Omnicanal. Mais également un événement qui s'appelle EquipMag, que vous trouvez dans le pavillon 5, dédié à l'équipement, l'aménagement du point de vente et le marketing point de vente. Et le SIEC, qui ouvre un peu en décalé, puisque ça ouvre demain, qui est le salon de l'immobilier commercial, où vous allez retrouver toutes les grandes foncières, les grands pas de porte, pour pouvoir adresser justement, au travers de cette semaine du retail, l'ensemble des besoins dédiés au commerce, et l'ensemble des fonctions aussi dédiées au commerce. Donc vous voyez les pavillons, vous avez des interpassages notamment entre Paris Retail Week et le SIEC qui est dans le pavillon 6 et la possibilité de sortir du SIEC pour aller également sur EquipMag. Vous n'hésitez pas à vous balader aussi sur les autres salons pour pouvoir voir quelles sont les offres qui sont très sectorisées en fonction des verticales sur ces événements retail. Un événement comme Paris Retail Week, vous savez, ça se monte évidemment pas tout seul, ça se monte avec des équipes qui sont très impliquées, je les remercie au passage dans le cadre de mon intervention. Ça se monte aussi avec des professionnels du secteur. C'est pourquoi on a l'habitude depuis 2019 de s'entourer de mentors que vous voyez apparaître à cet écran, que ce soit Accor, Made, Kabaya, groupe Fnac Darty, Vinted, Maison du Monde, Auchan ou alors Kiabi, qui sont nos mentors 2022 que vous allez retrouver dans le cadre des interventions sur leurs problématiques définies pour lesquelles ils sont experts. Vous allez également les retrouver dans le cadre du jury des Paris Retail Awards qui aura lieu demain dans cette salle à 12h30. Beaucoup d'interventions en plénière, une trentaine d'interventions. On est vraiment sur le lieu des tendances. On est là pour être, j'ai l'habitude de dire, une sorte de phare dans la tempête. C'est d'autant plus vrai quand on a vécu des crises successives et qu'on en vit encore aujourd'hui, que ce soit la crise de la Covid, la guerre en Ukraine, aujourd'hui une inflation galopante. Il y a beaucoup de challenges qui s'imposent aux enseignes. Et notre rôle au sein de Paris Retail Week, EquipMag et bien entendu le SIEC, c'est aussi de vous donner les clés en termes de stratégie pour pouvoir adapter vos stratégies innovantes. Donc beaucoup d'interventions, plus de 30 plénières, plus de 160 ateliers solutions aussi sur le pourtour de l'événement. Ces ateliers solutions, puisqu'on en a beaucoup, il y a 9 salles,
plus la plénière qui tourne en parallèle. Les ateliers sont en silent room, c'est-à-dire qu'on vous fournit des casques pour pouvoir écouter les speakers, ce qui évite d'avoir une cacophonie ambiante sur l'ensemble de l'événement. Je vous le disais, beaucoup de contenu, déjà des journées thématisées, les interventions des plénières. Aujourd'hui, 20 septembre, un focus spécifique sur le marketing, la RSE, le marketplace. Demain, la data, les nouveaux paiements, parcours client agile. Et jeudi, donc la 3e journée sur le commerce omnicanal et la logistique. Beaucoup d'interventions en conférence, que ce soit en plénière comme dans le cycle des ateliers solutions. Beaucoup de témoignages. Il n'y a rien de plus précieux qu'une enseigne qui parle à une autre enseigne. C'est pour ça qu'on a tendance à privilégier justement les témoignages d'experts. Donc vous voyez là une sorte de florilège des enseignes qui témoignent, qui viennent témoigner sur Paris Retail Week, que ce soit en atelier ou sur cette scène en plénière. Également des keynotes exclusives que vous allez retrouver pendant les 3 jours. Ce matin déjà H-Commerce à Havas avec Vincent qui va vous présenter notre nouvelle édition du baromètre du retail dans le monde. Des foncières également qui vont venir. On a des synergies justement entre le SIEC, Paris Retail Week, témoigner justement comment ils peuvent accompagner les enseignes, notamment dans le digital, avec la Samaritaine qui prendra la parole, Sierra Sonoé également. Et puis on a la chance aussi d'accueillir, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on a déjà accueilli le patron, le président de la NRF, avec qui on parle beaucoup, on a beaucoup d'acquaintances avec la NRF. Et donc on va l'accueillir à nouveau sur cette scène, mais cette fois-ci dans le cadre de la FIRA. La FIRA, c'est en fait la méta-association qui regroupe l'ensemble des associations référentes du retail dans le monde. Et donc il interviendra avec également Jacques Cressel, qui est le président de la FCD. Et des keynotes exclusives de marques telles que Burger King. On a l'SDR Murdoch qui intervient demain en keynote exclusive. Ce soir, dans cette salle, le grand retour de Pixmania sur scène, avec Jean-Émile Rosenblum qui va nous parler justement du nouveau positionnement de Pixmania, du retour de Pixmania, et c'est un véritable événement. Et puis la keynote également de KPMG avec la FEVA qui nous parlera en 3e jour de circularité. Également des keynotes sponsorisées avec nos partenaires que vous pouvez retrouver sur cette scène, mais également, bien entendu, au travers de leur stand sur l'espace de présentation. Et parce que tout ça est très riche, on met à votre disposition, bien entendu, les guides de visite ainsi que des programmes. Comme je vous disais, plus de 200 interventions. Vous avez un programme papier qui est disponible devant chaque salle, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez regarder et pour pouvoir aller aux bonnes interventions qui vous intéressent le plus. Des animations, je passe très vite. On a le ring de Neo26 que les habitués connaissent déjà avec Franck Journeau qui fait des interviews un peu punchy qui se trouvent au fond du salon. Les villages PrestaShop et Shopify que vous trouvez juste à cet endroit. Et l'espace Food Truck pour vous restaurer qui est devant le pavillon 4, entre le pavillon 5 et le pavillon 4 pour ce midi. Je vous en parlais brièvement tout à l'heure, les Paris Retail Awards. Je vous donne rendez-vous dans cette salle demain midi pour justement découvrir les lauréats de ce prix majeur et qui récompense l'innovation dans le retail. Les finalistes, vous les voyez apparaître sur cette slide. On dévoilera les gagnants demain pendant la cérémonie, donc je vous donne rendez-vous à 12h30. Enfin, les Innovation Tours en termes d'animation. Si vous souhaitez participer à des visites guidées en fonction de vos problématiques du moment, je vous invite à aller au bureau Innovation Tour, si vous êtes visiteur, pour pouvoir justement échanger avec les équipes d'Accenture qui vous diront quels sont les bons interlocuteurs à aller voir, quels sont les bons exposants, et qui vous emmèneront justement pour des visites guidées du salon. Donc, si vous cherchez justement des visites un petit peu plus personnalisées, je dirais, allez voir les équipes d'Accenture. On a 20 partners d'Accenture qui sont à votre disposition sur le salon pour pouvoir vous aider dans votre visite. Enfin, je terminerai là-dessus. C'est pareil, si vous êtes habitués, vous le savez maintenant, on est un événement qui essaye d'être éco-responsable. On donne les tendances et l'éco-responsabilité, la circularité sont bien entendu des aspects importants sur le secteur. Donc on espère de donner la voie également avec 4 tonnes de déchets en moins, puisqu'on met très peu de moquettes désormais sur le salon. Des éclairages principalement LED, plus de 40% des stands qui sont également réutilisés, puisque ce sont des stands qu'on monte, qu'on démonte, qu'on utilise sur d'autres événements de Comexposium. Et bien entendu des poubelles de tri qui sont à votre disposition.
Voilà, sans plus attendre, passons au cœur du sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Maillet, qui est directeur général de Havas Commerce. Sur celui-là. Okay. Vincent, bonjour. Bonjour. Donc tu viens à nouveau sur cette scène. J'ai le plaisir de t'accueillir. On a le plaisir vraiment de célébrer cette nouvelle collaboration avec H-Commerce. Dans le cadre du baromètre qui nous permet aujourd'hui de comprendre les mutations du commerce dans un monde en crise. Donc vaste sujet, vaste débat. Vincent, la scène est à toi. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci à toute l'équipe de la Paris Retail Week de nous accueillir. Nous, on est ravis de ce partenariat parce que je trouve que c'est un moment important aujourd'hui globalement pour la distribution. On va parler rapidement d'Havas Commerce, mais c'est un moment important parce que ça fait à peu près un peu plus de 2 ans aujourd'hui que avec la crise et le Covid et maintenant ce qu'on est en train de vivre, vous allez voir dans l'étude, c'est important de se poser des bonnes questions, c'est important de partager des informations et d'essayer de voir quelle est la route à prendre pour imaginer le futur. Donc c'est l'objet de cette présentation. J'ai une demi-heure pour vous... Non, j'ai moins que ça d'ailleurs. J'ai une demi-heure pour vous présenter cette étude. Alors je veux d'abord remercier mon équipe, toute l'équipe qui a travaillé avec moi en fait sur cette étude. En gros, elle a démarré au mois de juillet. On a bouclé le terrain au mois de septembre, tout début septembre. Donc voilà, je voudrais remercier Maxime, Mathieu et Lisa d'avoir fait le job. Havas Commerce, juste rapidement pour faire un peu d'autopromo. Hein. Je suis publicitaire, hein, ça, on ne se refait pas. Il y a 3 grands piliers en fait chez Havas Commerce. Le premier, c'est l'analyse et le contenu. Donc, on a été constitué par le groupe Havas à la base pour analyser les grandes mutations du commerce et les grands acteurs du commerce. Donc c'est notre boulot au quotidien de regarder ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, puis tous ces grands acteurs qu'on suit de très près. Bien entendu, on a des clients en direct, voilà, ça fait partie du plaisir de conseiller et d'accompagner des clients. Et puis aussi, on accompagne et on travaille pour les agences du groupe Havas qui nous le demandent assez régulièrement pour essayer de les aider ou de leur transmettre les analyses qu'on a pu faire. Bon, je vais aller assez vite. Voilà, bon, on est capable de faire des schémas un peu compliqués quand même, donc on s'amuse bien. Ça, c'est le modèle Alibaba, en fait, qu'on a essayé de traduire en schéma avec mes équipes. Alors, on va parler de l'étude. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, en gros, il y a 7 points clés qui sont ressortis de l'étude de l'année dernière. La première, c'est la peur. On s'est aperçu que la peur, elle était partout. Donc la peur, quand je disais, elle domine le monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique. La peur, elle était vraiment répandue. Deuxième sujet, c'est le quick commerce qu'on a vu arriver à une vitesse absolument folle, puisqu'effectivement, avec le confinement, on a vu exploser la livraison. Surtout, on a vu les entreprises et les distributeurs qui avaient mis en place un service click and collect avant le confinement et ceux qui ne l'avaient pas fait. Donc on a vu quand même la différence en termes de business. Le prix, premier argument du commerce, déjà l'année dernière, vous allez voir que ça n'a pas bougé, ou voire même ça a encore augmenté. Le bio, le sain, le local, c'est-à-dire qu'on a vu avec le confinement, les Français notamment, mais pas seulement les Français, globalement au niveau européen, au niveau global, cette volonté de se recentrer sur l'essentiel, d'acheter des choses qui ont du sens. Voilà, donc le bio, le sain et le local sont venus très forts. La livraison, le magasin qui, lui, dans cette mutation et dans cette accélération de la livraison et du e-commerce, doit trouver sa place. Et puis la data comme carburant du e-commerce mondial. Bon, ça, c'est ce qu'on s'est dit et c'est ce qu'on a trouvé l'année dernière. Cette année, donc, on a refait une étude. Donc, encore une fois, c'est une étude destinée aux professionnels du retail. Donc, l'année dernière, on a interrogé 280 professionnels un peu partout dans le monde. Là, on en a interrogé 300 dans 15 pays, avec une répartition plutôt équilibrée entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Alors, un contexte mondial sous tension. C'est-à-dire qu'on voit bien que la crise sanitaire, elle a initié une accélération dans l'e-commerce. Moi, j'ai tendance à dire que finalement, le développement du e-commerce, la livraison, ont gagné quasiment 5 ans. Oula, pardon. Ont gagné quasiment 5 ans dans la mise en place de nouveaux outils. Donc, on le voit ici. Donc là, c'est vraiment le résultat de l'étude mondiale. Parmi les éléments ci-dessus, quels sont ceux qui sont installés durablement dans les habitudes des clients? Donc on voit que les achats en ligne, le paiement sans contact, la livraison à domicile, bien entendu les mesures sanitaires. Alors vous allez le voir, il y a vraiment 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que les Chinois ne sont toujours pas sortis de la crise. Et donc on voit à quel point les mesures sanitaires en Chine sont extrêmement suivies et peuvent inquiéter les Chinois. Le click and collect, la consommation locale, etc., etc.
Le deuxième point qui est crucial, mais enfin là, je vais rien vous apprendre, pour autant, c'est mondial. Voilà. La nouvelle aujourd'hui, c'est que 93% des professionnels nous disent que l'inflation est leur sujet de préoccupation, ce qui pose d'énormes questions sur la marche et l'organisation des entreprises et du retail aujourd'hui dans le monde, puisqu'en fait, c'est comment je m'adapte au quotidien sur cette nouvelle donnée. Une mutation des comportements des acheteurs, donc des crises voilà, qui ont bouleversé le quotidien, et on s'aperçoit que les retailers ont constaté à quel point les clients avaient changé de comportement. D'où l'importance de faire des études, d'où l'importance de les suivre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'entre ceux qui vont moins souvent dans les magasins, ceux qui ont pris l'habitude maintenant d'aller au drive ou de se faire livrer, ceux qui ont décidé d'aller maintenant acheter chez leur producteur local ou dans le petit magasin bio à proximité, tout ça en fait est en train de faire bouger très fortement les structures et l'organisation du retail et surtout la façon dont les consommateurs achètent. Donc un pouvoir d'achat qui est largement amputé, okay, ça c'est rien de nouveau là-dessus, et des consommateurs qui viennent de moins en moins en magasin. Ça aussi c'est mondial, vous le voyez, alors c'est un peu moins le cas aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, pardon, je vais y arriver, mais globalement en France, aux USA, on voit qu'il y a quand même cette volonté d'y aller moins souvent, de sans doute grossir les caddies, de choisir, de réduire le nombre d'enseignes et donc de faire attention à ces déplacements. Le prix bas. Le prix bas, c'est la première attente, et vous le voyez, et de loin, les prix bas, puis après, juste après, les offres spéciales, puis après, plus de qualité, plus de choix. Donc on voit à quel point le prix, vous le verrez un peu plus loin d'ailleurs, dans le modèle de distribution plébiscité par les retailers au niveau mondial, ceux qui sont les plus positionnés sur le prix, ceux qui sont les plus efficaces, en général, sont plébiscités. On reparlera d'ailleurs de Walmart un peu plus loin. Vous voyez là d'ailleurs en termes de progression par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a essayé aussi de poser les mêmes questions pour voir comment elles évoluent. Et donc vous voyez que le prix bas, ça a augmenté de plus 5 points par rapport à l'année dernière, c'est dire à quel point ça devient important. Donc là, on est toujours sur cette idée de pouvoir d'achat amputé, de bien entendu réduction du nombre de visites, et puis le prix comme argument. Désolé si je vais un peu vite, hein, mais j'ai qu'une demi-heure. Le modèle des distributeurs. Alors, ça aussi, on voit qu'il y a une adaptation très forte des distributeurs au niveau mondial, notamment sur les gammes de produits. Et donc, vous voyez dans le graphique qui est au centre en couleur, il y a donc une augmentation de la premiumisation sur un certain nombre de marchés et de pays. Il y a aussi une augmentation de ce qu'on appelle la discountisation. Excusez-moi, hein, je massacrais le mot discount, mais simplement pour dire que voilà, il y a des distributeurs pour une proportion de 27% qui ont augmenté la part des MDD notamment, des marques propres. Et puis, bon, il y a 52% ceux qui disent ne pas changer et ne pas avoir évolué. On est rentré dans un monde de plateformes. Ça aussi, ça fait aussi partie des tendances. On parle de plateforme, on parle de marketplace. On le verra tout à l'heure quand on fera un focus sur la Chine. C'est en train d'exploser, c'est-à-dire que tous les jours, il y en a une qui se crée avec des modèles des modèles de relations aux clients qui sont très, très singulières et très différentes. Donc là aussi, on voit qu'il y a une augmentation assez forte, finalement, une perception, cette augmentation assez forte des plateformes numériques qui sont en train d'arriver. Donc on est sur 46% des professionnels qui disent avoir vu cette augmentation des plateformes sur leur marché. Quand on leur demande, en fait, au cours des derniers mois, avez-vous mis en œuvre ou renforcé les dispositifs suivants? Là aussi, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on voit en fait que les réponses touchent à l'organisation structurelle des entreprises. C'est ça qu'il faut noter, c'est-à-dire cette capacité, cette volonté de s'adapter. Donc on voit que la première ligne, c'est restructuration de la supply chain. Donc on touche à des choses qui sont extrêmement lourdes pour un distributeur. En fait, comment je m'organise demain pour répondre à notamment la livraison. La flexibilité sur les retours produits, donc ça veut dire encore une fois qu'on est rentré dans une espèce de perception servicielle qui est celle du e-commerce, c'est-à-dire voilà, je veux acheter en ligne, mais je veux aussi avoir la liberté de retourner les produits très facilement. Donc on voit qu'il y a des normes, des standards de qualité chez les consommateurs qui sont en train de s'installer, et donc les distributeurs sont en train de s'adapter à ces standards de qualité. Alors ce qu'on a appelé le contextuel commerce, c'est-à-dire là aussi, on a vu l'année dernière que le point de vente devait trouver finalement pas son positionnement, mais quelle place il a aujourd'hui dans une stratégie omnicanale. Je dirais que le contextuel commerce participe de ça, c'est-à-dire comment je crée des partenariats, comment je fais en sorte d'éditorialiser mon magasin pour qu'il raconte quelque chose, qu'il fasse vivre une expérience un peu plus poussée aux consommateurs, que ce ne soit pas simplement je viens chercher des produits dans les rayons.
plus d'engagement sur la consommation responsable, bien entendu les développements en ligne, le click and collect, etc., la livraison rapide et des services de retour. Voilà, donc vous voyez en fait, toutes ces évolutions-là, quasiment tous ces items ont des niveaux de progression, donc c'est sur la partie de droite, ont des niveaux de progression et de croissance qui sont quasiment hallucinants et très impressionnants. Bon, ça c'est un exemple, mais en fait, vous voyez, il y en a 42% de distributeurs qui disent avoir mis des éléments contextuels, commerce dans les points de vente, c'est-à-dire en gros comment je théâtralise, je valorise, je crée des podiums dans mon magasin. Alors Amazon, c'est la superstar. Sans vouloir pondérer les ardeurs d'Amazon, ils ont annoncé à peu près moins 4,6% de ventes là sur les 2 derniers trimestres. Donc on voit bien que même si le modèle fonctionne, il commence à souffrir. Mais vous voyez que donc, dans les modèles à suivre, donc on a Amazon bien sûr, Google, Lidl et Walmart. C'est assez intéressant parce qu'en fait les deux ont un modèle à peu près similaire. On est sur du discount. Ceux qui connaissent le modèle Walmart, c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé sur le prix. Nike, alors ça fait partie des sujets qu'on a étudiés, c'est à quel point aujourd'hui Nike a un système extrêmement sophistiqué dans sa réappropriation de sa distribution. C'est-à-dire c'est pas simplement je sors d'Amazon pour le plaisir de sortir d'Amazon, pardon, je vais y arriver, c'est vraiment une volonté de réappropriation de la relation au client pour le connaître, pour lui proposer des services, pour récupérer de la data sur ses modes de consommation et donc améliorer son service. Facebook, Alibaba, WeChat et Alipay qui sont les deux énormes super apps qu'on trouve en Chine et en grande partie en Asie, qui sont des super apps qui offrent un grand nombre de services aux clients au-delà du paiement. Et là, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, pardon. En Chine, alors c'est intéressant de voir quand on pose la question aux professionnels en Chine, d'abord c'est JD.com qui ressort, donc JD.com c'est un Amazon, hein, c'est l'équivalent d'Amazon. Alors Douyin, je vais massacrer le nom, je suis désolé, Douyin c'est TikTok, voilà, en fait ils ont gardé le nom Douyin en Chine et TikTok pour l'international. Tmall c'est la marketplace dédiée aux grandes marques de moyenne gamme et occidentale en fait pour la Chine. Alibaba, tout le monde connaît, hein, on est bien d'accord, Alibaba c'est une marketplace B2B, hein, pas B2C, donc c'est vraiment de la vente en gros. WeChat, on en a parlé, c'est la super app. Pinduoduo, alors c'est assez marrant, c'est une espèce de Facebook très local qui à la fois permet de voir de la vidéo et d'acheter des produits. Puis après, Suning, Keshu, enfin, tout ça, c'est des modèles que je vous invite à aller voir. Mais en fait, ce que j'aimerais juste dire sur cette slide, c'est quand on agglomère en fait Tmall, Alibaba, Kaola qui fait partie du groupe Alibaba, en fait on s'aperçoit qu'Alibaba est finalement le premier sur le ranking des professionnels. On a posé également la question de quels sont, donc là encore une fois c'est toujours les professionnels qui répondent, hein. On leur a posé la question de savoir quels étaient pour eux, de leur point de vue, les modèles, non pas du futur, mais ceux qui sont les plus compétitifs de leur point de vue. Et on voit qu'il y a toujours ces deux familles. On avait déjà la même chose l'année dernière, c'est-à-dire vraiment les techno-natives, avec des entrées, d'ailleurs, des nouvelles apps à l'intérieur de ce groupe, qui sont vraiment des boîtes essentiellement digitales, ou qui viennent du digital. Donc vous voyez que Amazon est à 53%, 60% sur la France, Alibaba, Meta, Google, voilà. Et puis vous avez WeChat à 5%, qui apparaît en bas à gauche. Et puis vous avez les discounts natifs. Ça, c'est un modèle extrêmement résilient aujourd'hui, qui s'en sort plutôt très bien, puisque il faut savoir qu'aujourd'hui, Walmart est en train de gagner des parts de marché aux États-Unis, là où Amazon est en train de régresser. Et Walmart commence à recruter des clients à haut revenu aux États-Unis, c'est-à-dire que sous l'impulsion de l'inflation et aussi de la pénurie, on voit que les gens commencent à se tourner vers ce modèle, ce qui veut dire que le modèle click and mortar, alors quand on dit click and mortar dans le cas de Walmart, c'est un vrai click and mortar, ils ont mis énormément d'argent dans l'innovation, ils déposent des brevets, ils ont mis en place un système de livraison qui est absolument incroyable. Donc ces gens-là se sont vraiment adaptés, ont vraiment transformé leur modèle, et aujourd'hui ils en payent et ils retrouvent les fruits, pardon, ils n'en payent pas, ils retrouvent les fruits de leurs efforts. Quel type de transformation vous semble aujourd'hui le plus important pour votre entreprise? Donc le premier, c'est la transformation numérique et virtuelle. On voit bien qu'on est en train de espèce de convergence aujourd'hui de tous les modèles vers un seul modèle, hein, qui est un modèle de e-commerce ou de marketplace.
Une offre durable et respectueuse de l'environnement, plutôt bon signe. La transformation de l'expérience client, ça restera toujours au cœur du sujet. L'extension de gamme donc de produits et de services, le retour à une offre plus locale, ça fait partie des bonnes choses. Ça, c'est un point important que j'aimerais partager avec vous. Nous, on l'a vu quand on a interrogé les Français au moment du confinement. On a vu à quel point les Français sont recentrés sur l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a cette volonté de réinvestir le local, de réinvestir la vie locale, de cuisiner, de jardiner, de bricoler, de revoir ses proches. Je pense que finalement, s'il y a un point positif à ce qui nous est arrivé il y a un peu plus de 2 ans, c'est cette espèce d'envie de vivre le quotidien plus intensément. Devenir indépendant vis-à-vis des marketplaces, si c'est un vrai sujet, je dis assez régulièrement, les marketplaces sont en train d'habituer les consos à de l'hyper-choix. Il y a 350 millions de références chez Amazon, donc de produits. Vous avez un peu plus d'1 milliard de références dans les marketplaces Alibaba. Qu'on le veuille ou non, ça crée dans l'esprit du conso, quand il fréquente ces marketplaces, ça crée un standard de qualité, ça crée un standard d'attente. Et aujourd'hui, tous les distributeurs doivent se positionner, et les fabricants doivent se positionner. Est-ce que moi aussi, je me lance dans l'hyper-choix? Est-ce que je segmente mon choix et j'essaie d'être plus pointu en étant différent? Ça fait partie des questions qui sont posées. Et donc, vous voyez le dernier point qui est spécialisation dans une seule catégorie de produits ou de services. Donc, en gros, c'est ça. Est-ce que je rentre dans la bataille de l'hyper-choix ou est-ce que je décide d'apporter une offre plus limitée, plus singulière, vraiment qui m'est propre et sur laquelle je suis à peu près le seul à travailler? 14 minutes. Je suis peut-être allé un peu vite, finalement. Alors, pardon. Si on se projette dans le futur, si on essaie de se projeter dans le futur, donc on leur a posé la question de savoir, en fait, voilà, pour vous, quels sont vos enjeux, quels sont les sujets, et à quel endroit vous souhaitez investir et réorienter votre budget. Premier, c'est bien entendu le digital. Voilà, e-commerce, social commerce, ça fait partie des choses qui sont en train d'être fortement investies. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a interrogé tous les professionnels du monde entier, y compris la Chine, donc chez eux, c'est débridé. Hein. Il n'y a aucune limite, il y a une volonté totale de développer, bien entendu, le digital. On voit la France qui a 67% dans les répondants, donc on voit bien qu'il y a un travail à faire chez nous. Plus investir dans l'expérience d'achat, l'UX, c'est vrai dans le magasin, c'est vrai sur le digital. Développer de nouveaux produits, toujours pareil, c'est-à-dire comment mon offre, comment mes produits à la marque propre vont me permettre de m'adapter à la pénurie et à l'inflation. Plus investir dans les magasins physiques, dans l'humain, ça c'est une bonne nouvelle. Avoir une meilleure approche environnementale, investir dans l'innovation, dans des cabinets conseils, c'est une très bonne chose, pour ceux qui souhaitent le faire, je considère que c'est une très bonne chose. Dans la logistique, dans le process de livraison, et aucune réponse. Donc vous voyez à droite, en fait, l'augmentation, en fait, vraiment là où il y a une croissance assez forte sur notamment développer de nouveaux produits, et encore une fois, c'est un signe d'adaptation à l'inflation. Alors, quelles sont les actions les plus efficaces pour développer votre chiffre d'affaires? Toujours pareil, on a interrogé les professionnels, et puis en bon retailer, on voit que l'engagement sur les prix bas, voilà, c'est le juge de paix, c'est l'arme absolue, c'est le travail quotidien que doit mener un distributeur, apporter la meilleure solution au meilleur prix. Des offres spéciales aux consommateurs, des activations numériques. Je suis désolé, on a mélangé un peu des choses, mais voilà, c'est comment on propose régulièrement aux consommateurs, aux clients, des opérations spéciales, des bonnes affaires directement sur le digital. Investir davantage dans les marques de distributeurs, développer la livraison à domicile. Donc on voit qu'en France aussi, c'est à plus 31%. Faciliter des achats en ligne. Voilà, événements en magasin, etc., etc. L'autre question qui a été posée, c'est si on devait redéfinir le futur. Voilà. Voilà. On est toujours sur le modèle, on est toujours sur le futur, mais en gros, quels sont les lieux, vraiment les secteurs où vous souhaitez vous projeter et avancer? Donc on voit que la livraison, click and collect et drive. Alors ça, c'est... Moi, j'ai prêché pendant des années un peu dans le vide, mais ma conviction, au fur et à mesure qu'on travaille avec mon équipe sur ce qui est en train de se passer un peu partout, ma conviction, c'est que la livraison va devenir la norme. C'est d'aller en magasin qui risque de devenir un moment exceptionnel. Alors, ça ne va pas être sur toutes les catégories, ça ne va pas être sur tous les produits, mais sur tous les acteurs de la distribution. Je pense cependant que tout ce qui va être du domaine du fonctionnel, de l'utilitaire, va peu à peu
disparaître. C'est-à-dire qu'on va vouloir se faire livrer parce qu'on va nous faciliter la vie, parce qu'on va vouloir se faire livrer directement et que tous ces produits pondéreux, récurrents, voilà, pas spécialement impliquants pour le consommateur, on n'aura pas spécialement envie d'aller en voiture chercher ces produits-là, on aura envie de se faire livrer. Donc je pense, ma conviction, c'est qu'on va vers un monde où la livraison deviendra la norme. Et donc, on va devoir tous, là, collectivement, inventer les raisons pour lesquelles on va en magasin, ou les raisons qui vont faire que le magasin aura forcément des synergies et aura une espèce de place à trouver dans cette organisation omnicanale. Quand vous regardez Amazon et Walmart, en fait, vous constatez qu'Amazon est en train de développer des points de vente alimentaires. Voilà, il a fermé le non-alimentaire qui ne sert à rien, mais le non-alimentaire, il continue à le développer. Et Walmart est en train de créer des marketplaces, il est en train de se développer son écosystème digital. Mais Walmart, pour autant, ne ferme pas de magasins, continue à avoir des magasins. Ils n'ont pas l'intention de fermer. Quand vous lisez leur strat, en fait, ils disent non, mais nous, on restera dans le magasin. On va continuer dans le magasin. Et en fait, c'est ce modèle-là qui est en train de converger. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas l'obligation de donner au consommateur le choix, il n'aura pas de choix à faire en disant est-ce que je vais aller uniquement choisir un acteur qui sera du e-commerce ou un acteur qui aura des magasins. Non, en fait, il va tout vouloir. C'est-à-dire qu'il va vouloir un acteur qui aura des magasins, mais qui va offrir aussi des services, et notamment de livraison. Le retour au local, ça c'est quand même la bonne nouvelle, hein, parce qu'on parle beaucoup d'écologie. Aussi, je vais faire passer peut-être un peu 2-3 choses, mais on parle beaucoup d'écologie. Mais la première façon de réduire l'empreinte carbone, c'est d'éviter les trajets. Donc le local, là-dedans, il a tout son sens. Création de contenu pour les réseaux sociaux, voilà, le RSE, abonnement, location. Donc on voit aussi apparaître au niveau mondial que, bien entendu, on a entendu parler en France, hein, mais ces nouveaux modes de consommation au travers de l'abonnement et de la location sont en train d'arriver. L'UX, pareil, l'occasion, le reconditionnement, le CRM, la géolocalisation, bon, les QR codes, voilà. Quels sont les types d'innovations techniques? Donc là, on est rentré un peu plus dans le détail sur quels sont les outils technologiques. Je trouve que la Paris Retail Week aujourd'hui, elle est, voilà, ils sont là pour, ce salon, il est là pour ça, et c'est pour ça que je trouve qu'il a énormément d'intérêt et il est très cher à mon cœur. C'est se poser les bonnes questions sur à quel endroit je vais investir. Donc on voit que la livraison plus rapide, encore une fois, c'est, voilà, c'est il faut que ça aille vite, il faut que je serve mon client, et on sent bien qu'encore une fois, les standards de livraison, c'est-à-dire la rapidité de livraison crée un standard, et plus vous êtes rapide, plus vous avez un concurrent qui sera plus rapide que vous dans la livraison, plus il va falloir s'adapter et donc répondre à ce nouveau standard. Des magasins sans caisse, du paiement biométrique, bon, des super apps comme WeChat et Alipay, je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas, c'est assez passionnant de voir comment ces gens-là évoluent. Alors je ne suis pas sûr que nous en Europe avec RGPD, des super apps qui croisent autant de data dans tous les sens entre votre identité, vos amis, vos réseaux sociaux, votre banque soit possible. Pour autant, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. La réalité augmentée, la livraison automatisée, bon, il n'y a pas que des trucs glamour, hein, mais on voit bien qu'il y a quand même tout un processus industriel qui s'est mis en place. Les métaverses, les NFT, qui sortent quand même à un haut niveau. En France, on voit bien qu'on est en retard, on est très circonspect par rapport à ça, sans doute à raison, mais vous allez voir qu'au niveau mondial, ça fait partie des sujets qui sont aujourd'hui, qui commencent à être adressés par les professionnels. Cabine d'essayage virtuel, technologie vocale et bien entendu, crypto-monnaie. Quand on pose la question sur ces deux technos, hein, on est dans le Web 3.0, hein, sur la crypto et les métaverses, on voit quand même que presque pour 75%, c'est un sujet à traiter aujourd'hui, la crypto, et pour quasiment 83%, c'est aussi un sujet à traiter dans le cadre de la métaverse. Donc on voit bien qu'on y va, ça fait partie, alors, tout un battage médiatique qui fait qu'on ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer. C'est vrai que Meta, avec Zuckerberg, ont fortement investi ces sujets-là. Mais c'est vrai que, notamment, ce que j'explique à mes clients souvent, que le sujet là, crucial pour les distributeurs, c'est est-ce que vous recrutez ou est-ce que vous perdez des clients dans la catégorie des plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne vendez pas des produits à des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans comme à des seniors. Voilà. Donc il faut juste l'intégrer et il faut juste faire un focus très clair et très précis sur cette population des jeunes pour voir si on les recrute, si on les perd, et si on les perd, comment on met en place un système de distribution et de relations avec eux qui soient différents et qui s'adaptent aux clients et pas aux clients à s'adapter à nos contraintes. Alors, en revanche, en Chine, ils ont tout lâché. Hein.
crypto, métaverse, voilà. Donc on y va à fond avec des taux qui sont absolument incroyables. C'est ce qui est assez impressionnant, hein, au fur et à mesure qu'on interroge les professionnels globalement sur la Chine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet autour de l'innovation, il y a zéro question. Voilà, on y va, on teste et on avance. Un truc qui est assez impressionnant chez eux. J'ai 6 minutes d'avance. Je crois que vous sentez une chanson. Alors, les 7 points à retenir. Comment ? Ah, d'accord, si vous voulez. Les 7 points à retenir. Bon, le premier est l'inflation, mais là, j'ai un peu le sentiment que je ne vous apprends rien. Le deuxième point, le prix. Le troisième point qui est la crise. C'est-à-dire que ces deux crises cumulées, c'est-à-dire la crise du Covid et puis ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui entre la guerre en Ukraine, l'inflation et les pénuries, ça fait plus de 2 ans que les distributeurs, finalement, doivent travailler sur 2 piliers, mais qui paraissent antinomiques et pourtant ils sont corrélés. Le premier pilier, c'est comment j'adapte mon modèle au quotidien. C'est-à-dire comment quasiment tous les jours, quand j'ouvre un magasin, comment je change mes prix, comment je choisis les bons fournisseurs, quelles sont les gammes que je décide de vendre, est-ce que je suis bien positionné sur les prix, est-ce que j'ai des offres spéciales qui vont satisfaire mes clients. Ça, c'est vraiment le premier pilier du distributeur. Ça, c'est le temps court. On va dire c'est le temps court. Et puis, il y a le temps long. Le temps long, c'est quelles sont les technologies sur lesquelles il faut que j'investisse, quelles sont les transformations qu'il faut que je fasse, quels sont les services qui vont être sous-tendus ou en tout cas qui vont être soutenus par de la technologie qu'il faut que je mette en place pour continuer à vendre et à séduire mes clients. Et c'est ces 2 aspects-là sur lesquels aujourd'hui les distributeurs, on le voit bien, sont en train de travailler. Les retailers ont pris la mesure de la crise. Ça, c'est un truc qui est très intéressant aussi. On s'en doutait, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on le voit, notamment en France, on voit à quel point les distributeurs, tout de suite, ont répondu présent. Comme ils ont répondu présent pendant le confinement, hein, rappelez-vous, hein, les gens commençaient à se battre pour du papier toilette, les pâtes et la farine. Et heureusement, la logistique des distributeurs a été suffisamment robuste pour tout de suite remplir les rayons vides et rassurer les Français sur le fait qu'il y aurait des produits et que la supply chain et toute la logistique allait fonctionner. On est à peu près dans le même cas de figure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce rapport finalement de partenariat, de responsabilité vis-à-vis des clients qui consiste à dire, voilà, nous on doit être à la hauteur de l'enjeu. Des nouveaux canaux de croissance, donc vous l'avez compris, hein, bon, le social commerce, la mise en avant de l'éditorialisation du point de vente, par exemple, ça fait partie de ces sujets-là. Voilà, les retailers français plus circonspects par rapport au métaverse et à la crypto. Je ne vais pas leur jeter la pierre, sans doute en bon français. Et puis voilà les 2 fronts que j'expliquais tout à l'heure, les 2 piliers que sont la gestion de l'inflation, des prix, et puis et donc le temps court et le temps long. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Pardon si je suis allé un peu vite, parce que je vois Maxime là qui me regarde en me disant tu es un peu à l'effort. Désolé Maxime, voilà, mais je voulais tenir dans les 30 minutes. Non, on est large. On a 3 minutes de rabat. Alors, on va pouvoir prendre des questions si vous en avez, ou des réflexions, des interventions, des témoignages. N'hésitez pas à avancer, ceux qui sont au fond. Venez vous asseoir. Est-ce que vous avez des questions pour Vincent ? Oui, bonjour. Vincent. Vous voulez bien vous mettre debout, qu'on vous voit un petit peu ? Merci, c'est gentil. Enchanté. Hein. Sur la question là, sur les métaverses, je ne sais pas si c'était une question ouverte sur ce que, voilà, les réflexions qu'ils avaient par rapport aux attentes sur le métaverse. Parce qu'il n'y a pas de retailer pour dire c'est un peu gênant d'investir dans le métaverse alors que j'essaye de faire tous les efforts possibles pour améliorer mon empreinte carbone. Ouais. Donc c'était une question ouverte, personne n'en... Non, la question là qui se pose plus, c'est... Je vais pas te mettre en haut-parleur, là je t'entends pas. La question qui est posée aujourd'hui sur les métaverses et la crypto... Alors, en Chine, on va dissocier la Chine du reste du monde. En Chine, ils considèrent que le futur du commerce, ce sera les métaverses. Et c'est assez logique d'ailleurs, parce que quand vous voyez ce qui est en train de se passer, notamment dans les marketplaces autour du luxe, vous savez que les marques de luxe ont un peu de mal, à juste titre, hein, de se retrouver confrontées dans une marketplace où vous avez le gars qui fabrique des espadrilles dans son garage et puis le sac Hermès, que je conçois tout à fait. Donc en fait, ils ont
quelques difficultés à aller dans ces marketplaces. Ils ont commencé à y aller, puis surtout les marketplaces, comme Alibaba, donc c'est Kaola notamment, il y a Tmall Luxury Pavillon, que je vous invite à regarder, qui sont des marketplaces dédiés aux marques de luxe, en fait, d'accord, dans lesquels vous avancez dans des rues qui peuvent être, voilà, rue du Faubourg Saint-Honoré, en fait, on a dans des rues virtuelles dans lesquelles vous pouvez rentrer dans des boutiques où l'intégrité, la singularité de la marque de luxe est complètement respectée. Donc, en fait, on s'aperçoit que le trajet du luxe, pour moi, est un trajet qui mène au métaverse. Donc, en Chine, on était en contact avec le planeur stratégique, le directeur des stratégies de l'agence Havas en Chine. En fait, il nous expliquait que les mannequins virtuels aujourd'hui qui étaient fabriqués par les marques pour accompagner, prendre la main les clients, les accompagner dans un univers virtuel, avaient un succès absolument incroyable. Donc il y avait des audiences qui étaient absolument folles. Donc voilà. Donc la Chine est totalement décomplexé, avance très fort sur ces sujets-là. Alors ça pose la question de l'empreinte carbone, hein, parce que, bon, comme vous le savez, je crois que c'est un email non jeté, c'est l'équivalent d'une ampoule de frigo ouverte toute l'année, donc on est d'accord, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour autant, voilà, on va dire que voilà, ça progresse, ça se développe. Merci. Et il y a des gens qui n'hésitent pas à y aller, voilà, à tort ou à raison. Allez, on se prend un petit rab. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? C'est votre chance. Une question, un témoignage, une incompréhension, une précision à demander. Allez, allez, allez. C'est bon, là. Une fois, deux fois. Oui. On vous écoute. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Emmanuelle Sylvestre, je suis consultante mode et luxe et je voulais poser une question un peu dans la lignée de celle de madame. On parle beaucoup de résilience, on a parlé du prix de l'énergie qui va impacter beaucoup les retailers, les petits et les gros, avec une multiplication par je ne sais pas combien du prix de l'énergie, notamment cet hiver. Donc on est un peu au bord de la falaise et on entend par ailleurs, je lisais dans le magazine ce matin des expansions de certains retailers, de planification d'ouverture de 200, 300 magasins supplémentaires. Quid de la résilience du secteur retail ? 30 secondes. Ouais, merci d'avoir posé la question. La résilience du secteur retail. La résilience du secteur retail, c'est que concrètement aujourd'hui, on va aller vers une polarisation des retailers. Donc vous avez, et c'est ce que montrait finalement le schéma en opposition avec les digital natives et les discount natives. Comme souvent en crise, ce qui disparaît ou ce qui souffre, c'est le mainstream. Voilà. Donc il y a deux catégories qui s'opposent, qu'on pourrait opposer d'ailleurs, hein, qui sont cette débauche technologique qui est bien ou pas bien, hein, sur laquelle il faut tous qu'on s'interroge sur est-ce qu'on va jusqu'à ce point-là, est-ce qu'on suit les marketplaces dans leur folie de développement digital, une question qui peut être posée. Et puis de l'autre, les discounters qui finalement ont un modèle assez raisonné, assez pauvre en digital, mais avec plus de magasins. Bon, voilà. Et donc, mais surtout des prix qui sont plus compétitifs. Donc en fait, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est cette opposition-là et cette polarisation qu'on va vivre de plus en plus. Donc ce qui est intéressant de voir, là c'est la casquette, c'est plutôt le consultant en communication qui parle, c'est quand vous regardez des gens comme Walmart, c'est assez bluffant parce que vous savez, Walmart c'est un peu le vieux distributeur voilà, qui est implanté dans des zones, et puis les Américains qui habitent dans les centres-villes vont assez peu chez Walmart, préfèrent rester dans leur ville. Et en fait, ils sont en train d'accomplir une mue qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que le modèle aujourd'hui, qui est vraiment save money, live better, hein, cette idée de l'argent que vous allez économiser chez nous, vous allez pouvoir l'investir ailleurs, le dépenser ailleurs, parce qu'il y a des choses essentielles pour lesquelles il faut avoir de l'argent. Ce modèle-là de communication, qui est relié en plus à un business model qui est totalement en phase avec ce modèle-là de communication et ce positionnement, aujourd'hui, il fonctionne. Donc, vous avez annoncé un profit warning au mois de mai, totalement inquiet par rapport à l'inflation. En fait, ils ont levé le profit warning dans l'été en disant non, en fait, ça va plutôt bien et on commence à recruter des clients, notamment des clients à revenus. Donc, ce qui veut dire que dans cette crise, on peut s'en sortir. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est la consistance. Alors, je sais que là, ce que je vous ai délivré, c'est tous ces chantiers que les uns et les autres sont en train de lancer un peu partout. Pour autant, c'est quel est votre modèle, quel est votre positionnement, et surtout comment vous mettez en pratique
quelle technologie, quelle innovation, quel choix vous allez faire pour mettre encore plus à l'abri votre positionnement. Vous allez le préserver, le renforcer et donc le développer. C'est ce à quoi je crois. Voilà, modestement. Hein. Après, c'est moi, hein, c'est Vincent Maillet. Hein. Eh ben Vincent Maillet, qu'on applaudit, s'il vous plaît, très très fort. Merci, toujours fidèle au Paris Retail Week, Vincent. Merci. Toujours passionnant à écouter.